Piratage de numéros de sécurité sociale, carte vitale dématérialisée, Health Data Hub. Notre santé se numérise et forcément nos données de santé également, avec au passage certaines craintes qui sont parfois justifiées. Mais ces données de santé, est-ce qu'elles sont vraiment en danger ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Salut Baptiste. Salut. Baptiste Robert, patron de Predictalab et hacker éthique. Alors Baptiste Robert, je suis ravi que tu sois avec nous dans Métadonnées. On échange, on se connaît bien numériquement. C'est la première fois qu'on se voit et franchement, je suis très content que tu viennes dans Métadonnées. Et tu viens au bon moment évidemment parce qu'on a envie de parler de toutes ces failles de sécurité, ça on le sait pas encore, mais en tout cas ces fuites de données avec une fuite de données historique. Enfin, j'ai l'impression que c'est historique. 33 millions de numéros de sécurité sociale qui sont dans la nature. Voilà, on l'a appris au cours des derniers jours avec des prestataires de mutuelles. Déjà, est-ce qu'on peut faire un point ? Parce que maintenant, ça fait une petite semaine qu'on en a parlé. Est-ce qu'on en sait un peu davantage sur cette fuite de données ? Est-ce qu'on peut revenir aussi sur son origine ? Comment elle a été générée ? Alors, est-ce qu'on en sait davantage ? Pas réellement. On a un peu plus de recul sur la situation. Il y a effectivement 2 sociétés responsables du tiers payant qui ont notifié notamment la CNIL pour dire qu'ils avaient été hackés et qu'une partie de leur base de données s'était retrouvée dans la nature. On parle effectivement de 33 millions, d'une base de données potentielle de 33 millions, mais c'est une estimation. Dans ces 33 millions-là, il y a plusieurs types de données. Il y a l'état civil notamment, il va y avoir les numéros de sécurité sociale, et tout ça est une estimation. Ça peut monter comme ça peut descendre. Oui, c'est ce que dit la CNIL. C'est ce que dit la CNIL et c'est ce qu'a dit la société, notamment Almeris, que aujourd'hui, on a un ordre de grandeur. Est-ce que ce sera plus, moins ? Pour l'instant, on ne sait pas. Aujourd'hui, comment le hack a eu lieu ? La société, le responsable de la société a dit que c'était via en fait du hameçonnage, donc du phishing, où un professionnel de santé a été compromis. L'accès au portail des professionnels a été compromis. C'est malheureusement très classique, c'est-à-dire qu'un professionnel de santé a reçu un email de phishing, il a rentré ses identifiants sur... Je précise, un email de phishing, le hameçonnage, c'est le fameux email. Alors, il y a toutes les formes, il y a le colissimo qui n'arrive pas, il faut payer. C'est ça. L'assurance maladie d'ailleurs, tiens, vous devez vous faire rembourser, vous cliquez sur un lien, c'est un faux site, vous mettez vos coordonnées et vous vous faites avoir comme ça avec vos coordonnées bancaires, parfois un mot de passe, etc. Exactement, c'est malheureusement très classique, très fréquent. Et là, on peut effectivement imaginer qu'il y a un professionnel de santé, donc ça peut être médecin, pharmacien, opticien, qui a reçu un faux email, qui a rentré ses identifiants dans un site où il ne devait pas les rentrer. Et c'est ces identifiants-là qui ont été utilisés par les hackers pour aller ensuite sur le site des professionnels et récupérer quasiment l'intégralité de la base. D'accord, ça c'est effectivement ce que dit Viamedis. Alors en fait, oui, il y a 2 prestataires d'ailleurs. Oui. Ça pose aussi question parce que, en gros, ces 2 prestataires, c'est pas les mutuelles en elles-mêmes, c'est les prestataires qui s'occupent du tiers payant. Donc au moment où notamment on peut se faire avancer l'argent, enfin on n'a pas avancé l'argent, etc. Donc ces 2 boîtes, Viamedis, Almeris, qui ont une énorme partie du marché à eux deux, je crois 80% du marché. La quasi-totalité. Et c'est vrai qu'une semaine plus tard, il y a quasiment 15 jours, on a vu une fuite de données chez Viamedis. On a regardé, ça concerne justement, non, ça gère, Viamedis qui gère les dossiers de 20 millions d'assurés. Donc c'est vrai qu'on a commencé à se dire, oula, ça peut puer parce que si ça concerne du monde, ok. Donc ce serait, entre guillemets, comme souvent en cybersécurité, on dit la principale faille, c'est entre le clavier et la chaise, ça vient de l'humain. Mais c'est un peu facile parce que... Alors, c'est toujours très partagé. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on appelle l'accès initial pour les hackers, donc le pied dans la porte, il vient souvent de l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un humain qui a fait une erreur. Mais ce n'est pas la seule explication. On espère que chaque professionnel de santé ne peut pas accéder chez Viamedis et Almeris, parce qu'il y a aussi le hacking des 2 boîtes en même temps, à quelques jours d'intervalle, qui posent des questions. Et j'espère quand même que parmi les dizaines de milliers de professionnels de santé, ils n'ont pas accès aux données de tout le monde. Enfin, j'espère pour le système, quoi. En fait, c'est là où on peut faire une supposition, c'est que en réalité, c'est passé seulement par un seul portail d'une société. Donc soit l'une, soit l'autre. Et qu'en fait, les 2 sociétés utilisaient un socle commun.
probablement que les deux sociétés utilisaient en fait à la fin la même base de données. Et donc, le hacker a fait d'une pierre deux coups. Et effectivement, c'est un problème qu'un professionnel de santé ait la capacité, d'une manière ou d'une autre, d'accéder à autant d'informations sans qu'il y ait de contrôle d'accès, sans qu'il y ait de surveillance. C'est-à-dire que exfiltrer 33 millions d'informations, ça prend du temps. Normalement, du côté des professionnels de la cybersécurité dans ces organismes-là, ça aurait dû lever une alarme. Oui, il doit y avoir une alerte incendie quelque part, à un moment qui se déclenche, parce que sinon... C'est pas normal que le médecin au fin fond de la Creuse, je dis n'importe quoi, va tirer 33 millions tout seul entre minuit et 4 heures du matin, 33 millions d'infos. On est d'accord que soit le système est de façon catastrophique, mal foutu, au point que chaque professionnel, parce que des professionnels de santé, je n'ai pas le chiffre, mais je pense qu'il y en a des centaines de milliers en France. Donc, un seul professionnel de santé a accès à une base de données de tous les assurés. Donc, soit le système est quand même assez mal foutu, soit ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça ne suffit pas et qu'il y a en plus une faille de sécurité qui a été exploitée. Dans tous les cas, il y a soit une faille de sécurité ou soit en fait trop d'informations qui ressortent. Ce n'est pas une faille de sécurité en tant que telle, mais c'est un manque de protection. Donc c'est très très proche, mais globalement en fait, c'est probablement que ce portail de professionnels-là, il permettait aux professionnels de santé, quels qu'ils soient, d'un peu prendre... Oui, il y a un problème de gestion d'accès, en fait, de droit, de gestion des droits, exactement. En fait. Et c'est l'hypothèse la plus probable. Alors, seules les personnes qui vont travailler sur le dossier et qui vont faire ensuite le rapport nous le diront, et j'espère bien que ce sera public et derrière commenté, mais c'est probablement un problème de droit d'accès, et le hacker a eu ces accès-là, il a vu que c'était open bar, il a pris toutes les informations et il est reparti. Oui, alors moi ça me fait un peu penser quand même c'était combien de centaines de millions 500 Non, alors pour Facebook. Oui, c'est ça. C'était 500 millions peut-être, ou 300, 400 millions. Ça doit être ça. Et dont 20 millions pour le coup, ça je me souviens du chiffre, c'était 20 millions de numéros de téléphone en France qui avaient fuité. Et Facebook avait dit non, mais c'est pas une faille de sécurité, c'est du scrapping, parce qu'à l'époque on avait un outil qui permettait d'aller chercher vos contacts dans le répertoire, et des acteurs mal intentionnés ont détourné cet outil, d'accord. Enfin, s'ils l'ont détourné, c'est qu'il y a une faille quelque part. Donc, c'est pas une faille, c'est l'outil qui était mal foutu. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de faille de sécurité, ça leur a permis de dire, RGPD, vu que c'est pas une faille, j'ai pas besoin d'alerter les 20 millions de personnes. Et donc, personne n'a jamais été alerté, alors que c'était peut-être la plus grosse fuite de données en termes de numéros de téléphone. C'était une des plus grosses. Une des plus grosses en France. Et c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je crois. Ouais. Voilà, et j'ai l'impression que l'histoire se reproduit. En fait, l'histoire se reproduit et va se reproduire. Parce qu'en cybersécurité, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Vous avez une application, un site internet, une application mobile qui offre des fonctionnalités. Ces fonctionnalités, elles doivent permettre à l'application de vivre. Par exemple, sur WhatsApp, on va vous demander les contacts. On va vous demander un accès à votre carnet de contacts. Ça vous permet, par exemple, de trouver plus facilement les amis qui sont déjà sur WhatsApp. Le problème de ça, c'est que derrière, de manière à trouver les amis à partir du numéro de téléphone, ça va utiliser ce qu'on appelle des API. Ça va appeler les serveurs de WhatsApp pour dire à tel numéro est associé telle personne. Et c'est ça qui est utilisé par les hackers. Oui, donc, ce n'est pas une faille de sécurité en tant que telle, c'est une fonctionnalité dans l'application qui est très utile au demeurant, mais qui est détournée par les hackers pour récupérer un maximum d'informations. En principe, il y a une protection, et après on va revenir vraiment sur les données de santé, mais il y a une protection pour ne pas pouvoir télécharger tout d'un coup. Et ce que disait Facebook, c'est qu'ils se sont fait passer pour une de nos applications. C'est ça. Bref, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a un moment, on imagine qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas censé se passer. Alors après, en fait, c'est toute la question, à quel moment on appelle ça une faille de sécurité et à quel moment on appelle ça un système mal foutu. Et c'est la question de l'échelle aussi. Ouais. C'est-à-dire que sur ces applicatifs-là qui sont utilisés par des millions, parfois des centaines de millions de personnes, en fait, quand vous faites un changement, ça peut avoir des conséquences énormes. Et ces fonctionnalités-là qui sont présentes, s'il y a la possibilité de faire quelque chose, en fait, les hackers vont prendre cette possibilité. Et c'est la base du hacking. Ça va être de prendre une fonctionnalité bénigne, complètement naturelle et qui est nécessaire dans l'application, de la détourner à leur profit.
Et tout peut être en fait sujet à détournement. Et c'est ça la problématique de toutes ces grosses boîtes-là. C'est que parfois, c'est même pas une faille de sécurité au sens propre du terme, c'est juste qu'ils ont détourné la fonctionnalité, ils ont réussi à créer des bases immenses. Et il y a des manières de limiter, d'essayer de protéger, mais la sécurité n'est jamais absolue. Oui, mais dans ces cas-là, même s'il y a une faille qui est exploitée, dans les deux cas, et on revient à l'histoire des numéros de sécurité sociale, il y a un problème de capteur d'alerte. Voilà. Et alors, c'est ce qu'on appelle le monitoring. Il est extrêmement important en cybersécurité, mais il faut les systèmes pour faire le monitoring, il faut les gens derrière pour voir l'écran quand il y a une alerte, il faut être capable de réagir. Et puis il faut avoir conscience qu'il y a un risque à cet endroit-là aussi. Parfois, on n'a pas conscience qu'il y a un risque à cet endroit-là. Exactement. Ouais. Il faut avoir des capteurs au bon endroit pour voir que cet endroit m'intéresse et s'il y a une alerte, je vais faire quelque chose. Et ensuite, il faut avoir les process. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une alerte, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on a des moyens de mitiger ? Et c'est pour ça que la cybersécurité, c'est extrêmement compliqué. Parce que, en fait, c'est de la technique, mais c'est aussi des hommes, c'est aussi des systèmes et c'est aussi des process au sein de l'entreprise. Il y a un problème, on s'est fait attaquer. Comment on réagit ? Et c'est pas le jour où on se fait attaquer qu'il faut essayer de penser à comment. C'est déjà trop tard. Et donc là, je rappelle cette fuite de 33 millions de numéros de sécurité sociale. Bon, déjà, c'est inédit en termes de fuite de quantité. En France, c'est un gros chiffre. Oui. C'est un gros chiffre. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même jamais arrivé. Alors, en fait, cette cyberattaque, les conséquences, pour le moment, on en parle, mais c'est presque en cours. C'est-à-dire que la cyberattaque a déjà eu lieu, mais on est en train de comprendre ce qui s'est passé, notamment la CNIL. J'imagine l'ANSSI, j'imagine des entreprises privées qui regardent ça aussi. On est en train d'essayer de comprendre l'ampleur de cette attaque, mais le principal risque pour toi, c'est quoi ? Parce que c'est vrai que j'en ai parlé autour de moi, et il y a encore ce réflexe de bah oui, mais enfin, j'ai rien à me reprocher, etc. Alors, sur les données de santé, c'est encore un peu différent, parce qu'on commence à se dire, bon, j'ai rien à me reprocher, mais enfin, c'est quand même un peu intime. Et donc, finalement, sur le numéro de sécurité sociale, la question qui revient souvent, c'est, ouais, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? En fait, il faut, et c'est aussi notre travail en tant que professionnel de la cybersécurité, c'est de montrer les impacts, de montrer le concret de ça. Et les impacts, les utilisations probables, déjà, la première chose, ça va être de la vente. C'est-à-dire que la personne qui a récupéré la base de données, elle va probablement aller sur des marchés qu'on connaît assez bien. Il y a des marchés de données qui sont soit privés, semi-publics ou publics, où les gens vont vendre des bases de données. Donc la première utilisation, le hacker initial va probablement aller vendre au plus offrant la base de données. Donc déjà, vos données vont probablement transiter dans les mains de plusieurs personnes. Ces données-là, elles peuvent être utilisées pour plusieurs aspects. Un premier aspect, ça va être du recoupement d'informations. Ils vont prendre des bases de données sur les Français déjà existants et ils vont essayer de prendre cette nouvelle base de données, la mettre ensemble et recoller l'information pour enrichir encore plus et pouvoir ensuite vous profiler. Oui, parce que je te coupe, Baptiste. C'est vrai que dans cette base de données, il y a l'état civil, il y a le numéro de sécurité sociale, il n'y a pas les mails. Mais en fait, une base de données de mails en France, on imagine que tu en achètes pour... faut qu'on parle des prix, mais enfin, ça ne coûte pas grand-chose, j'imagine. Quelques dizaines d'euros, peut-être. C'est pas très compliqué. Voilà, en fait, des bases de données, vous en avez plein sur Internet. Liées aux Français, vous en avez plein. Et en fait, une fois que vous savez formater, ingérer et recoller ces informations, vous avez une base énorme. Et cette base énorme, elle peut servir pour vous vendre des choses. Et c'est le principal objectif sur Internet des sites globalement et des services, c'est de vous vendre des choses dans la vie réelle. Donc ça, c'est des choses, on va dire, où le produit en vente est légal, mais par contre, la façon de vous contacter est illégale, puisqu'il n'y a pas de consentement. Donc c'est, on va dire, des boîtes véreuses, quoi. Il y a tout ce qu'on appelle les data brokers, qui vont être des gens et qui vont être très liés au marketing, qui vont ensuite être utilisés par des boîtes marketing, qui vont vous envoyer des emails ciblés sur vos centres d'intérêt, etc. Oui, mais on ne sait jamais trop d'où viennent les données. Exactement. Et ils n'ont pas trop envie de vous le dire. Après, il y a le ciblage politique, qui est un sujet, qui reste un sujet et qui va être de plus en plus un sujet dans les mois et années à venir. On a les européennes, typiquement, qui vont arriver maintenant. Donc, ça permet aussi peut-être de connaître votre goût, de savoir où est-ce que vous habitez, de connaître vos revenus. Et donc, tout ça, en fait, dans une même grosse base de données, peut aider en fait à vous cibler un peu plus. Et après, le risque principal, il va être sur l'usurpation d'identité.
C'est-à-dire que s'il y a un service où j'ai juste besoin de montrer mon numéro de sécurité sociale, je prends une photo de vous que je trouve facilement sur Internet, je peux me faire passer pour vous. Et l'usurpation d'identité, c'est un réel problème. Et quand il faut prouver que vous êtes bien vous, c'est vraiment une galère sans fin. Oui, c'est vite un cauchemar. Et donc un numéro de sécurité sociale, pour ça fait partie des données clés. Exactement. Malheureusement, donc ça veut dire qu'on parle d'un Français sur deux quand même. C'est ça. Et donc là, il y a un Français sur deux qui, en une semaine, s'est retrouvé sensiblement plus à risque d'usurpation d'identité. Et exactement. Ouais. Et après, le dernier risque, ça va être ce dont on parlait tout à l'heure, le hameçonnage, le phishing. Donc les faux mails, vous allez recevoir un email vous disant, par exemple, votre numéro de sécurité sociale et le temps. Il faudrait cliquer ici pour recevoir votre dernier médicament. Et ils vont, par ce biais-là, essayer de récupérer certains de vos identifiants ou essayer de vous vendre des choses ou vous escroquer d'une manière X ou Y. Donc, c'est vraiment des attaques plus ciblées. Et en fait, dans le hacking, plus je vais avoir des informations personnelles sur vous, plus mon attaque va être efficace. Parce que ça va vous parler. Si vous ouvrez votre email et que vous voyez votre numéro de sécu, de manière cognitive, vous allez vous dire... Ah bah oui, c'est légitime en fait. Ils ont mon numéro de sécu, bien sûr que c'est légitime. Ouais, bien sûr. Et ça va mieux donc marcher. On va être beaucoup plus tenté de cliquer sur le lien, sachant qu'il y a le numéro de sécu, il y a le nom de la mutuelle, il y a même la liste des garanties. Donc on peut même parler d'un remboursement précis en tentant des éléments encore plus précis sur des potentiels rendez-vous médicaux, etc. Et honnêtement, c'est vrai que sur le phishing, quand je vois des mails, moi je suis assez sensibilisé au sujet, parfois je me dis franchement là... Je ne sais pas si c'est un vrai ou pas. Et alors, si demain, tu as le numéro de sécurité sociale, j'imagine le nombre de gens qui vont cliquer, quoi. Alors, il y a des réflexes à avoir sur le phishing, et c'est important de le redire et de le redire. Il faut déjà regarder l'adresse de l'expéditeur. Est-ce que l'adresse de l'expéditeur vous paraît légitime? Est-ce que il y a des fautes d'orthographe? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? C'est moins en moins le cas, ça, quand même. L'IA a beaucoup aidé. Parce que l'IA, ChatGPT, maintenant, tu refais un mail de phishing, de hameçonnage, il est bien foutu. Il y a la syntaxe. Est-ce que la syntaxe du texte utilisé est la syntaxe généralement utilisée par la société en question? Il y a la charte graphique. Est-ce que la charte graphique de l'email, est-ce que les couleurs, est-ce que ça correspond? Et ensuite, il y a aussi du bon sens. C'est-à-dire que si vous recevez un email ou même un texto qui vous dit « Ah, votre colis DHL va arriver ». Est-ce que vous attendez un colis DHL? C'est aussi ça. Mais ça, il l'envoie pendant les fêtes. Mais il l'envoie pas. Donc, où 80% de la population attend un colis. Exactement. Et en fait, il joue sur ce biais-là. C'est-à-dire que sur ces périodes-là de fête où vous allez probablement recevoir quelque chose, les gens se disent « Ah oui, je reçois quelque chose ». Ils ont commandé sur Amazon, ils n'attendent pas de colis DHL, mais ils se disent « Ah, c'est un colis, donc c'est pour moi ». Mais là, du coup, sur les numéros de sécurité sociale, ça risque d'être des mails du type assurance maladie, des faux mails de l'assurance maladie. Alors, il faudra aller voir le nom du nom de domaine, justement. Est-ce que c'est bien Amélie, etc. Mais alors, toi, tu donnes ces conseils-là. J'avoue que moi, je donne un autre conseil quand on me pose la question. Et souvent, j'en parle notamment sur BFM, où je dois dire très rapidement quelques conseils. Et moi, je donne un conseil plus radical, c'est de, en fait, jamais cliquer. Parce que moi, quand je reçois des mails, et je le disais, même moi, j'ai du mal. Et alors, si demain, je reçois un mail avec mon numéro de sécurité sociale, je me dis, le plus simple, en fait, c'est de jamais cliquer. Et si j'ai un doute sur l'assurance maladie, tu te connectes manuellement, tu ouvres manuellement. Et en fait, si tu dois payer quelque chose aux impôts, même pour un colis, si tu as un doute, tu retournes sur ton mail de confirmation de commande, tu vas sur le suivi de colis, et tu as ton mail. Ça, c'est encore le mieux, effectivement. Moi, c'est vrai que je donne le conseil de, en fait, jamais cliquer sur un mail qui a... Dès que le mail te parle de verser de l'argent ou de recevoir de l'argent, ou un SMS, moi, je clique jamais. C'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil. Après, est-ce qu'en termes d'adoption, ça marche? Je ne sais pas. Au moins, c'est simple. C'est simple, mais les systèmes aujourd'hui sont pensés, designés. Les interfaces sont faites de manière à ce que vous cliquiez. Et surtout, et moi, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est en fait, prenez le temps. La cybersécurité, c'est de se poser des questions et c'est de se poser les bonnes questions et vous allez avoir les bonnes réponses. Et quand vous recevez un texto, une notification avec un lien, c'est de s'arrêter une seconde, 2 secondes, 3 secondes et de se dire « Attends, qu'est-ce que j'ai en face de moi ?» Et lorsqu'on s'arrête, en fait, on commence à se poser les bonnes questions et souvent, on a les bonnes réponses. Et après, on se fera avoir, effectivement, de temps en temps. Ne pas cliquer, c'est encore le mieux. Et de refaire le chemin d'une autre façon, ça marche
très bien. C'est un peu plus long, mais ça marche très très bien. Alors toi, évidemment, tu regardes ce qui se passe dans le monde des hackers, hein, puisque tu es un hacker éthique, on le précise, mais tu vas voir les sites, pas forcément, alors, parfois sur le dark web, mais d'ailleurs c'est pas forcément sur le dark web, où sont en vente les bases de données, cette base de données gigantesque. Est-ce que tu l'as vu popper, apparaître quelque part? Alors, pour le moment? De mon côté et de ma petite fenêtre qui vaut ce qu'elle vaut, aujourd'hui, moi, j'ai pas vu cette base de données circuler pour le moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et contrairement à ce que les gens pensent, un bon hacker, c'est celui qu'on n'entend pas. C'est pas celui qui est ici, par exemple. Le bon hacker, c'est celui que vous ne connaissez pas, qui ne fait pas de bruit. Et donc, la personne qui est derrière ce hack des 33 millions de numéros de sécu, notamment, c'est pas forcément une très bonne opération pour lui. Parce que il a eu beaucoup de lumière sur lui, et donc il va avoir beaucoup d'autorité à ses trousses. Et c'est pas une très bonne opération. Donc il va pas la mettre forcément sur le plus gros forum de hackers où il va se faire attraper tout ça. Moi, si j'étais lui, je ferais programme minimum, je garderais ça au chaud. De toute façon, les numéros de sécurité sociale, ils sont à vie. Ils vont pas changer. Bah ouais. Et je ferais le moins de bruit possible, puisqu'il a attiré beaucoup trop d'attention sur lui. Et ça, les hackers, en règle générale, ils aiment pas trop ça. Après, il y en a qui le cherchent aussi, d'ailleurs, parce que c'est la question des motivations. Enfin, on pense aux groupes style Logbit, etc. Et au contraire, dès qu'ils hackent un truc, ils en parlent. Faut distinguer plusieurs choses. C'est-à-dire que dans le monde du hacking, le hacker à capuche que vous voyez dans les films, ça, c'est vraiment un stéréotype. Et en fait, dans ce qu'on appelle les acteurs de la menace, donc les différents groupes de hackers, vous allez avoir vraiment une typologie complète. Vous allez avoir les acteurs de type étatique ou semi-étatique, donc qui vont être liés à un gouvernement et qui vont avoir par exemple des actions à visée géopolitique. Vous êtes un groupe, la Russie est en train d'envahir l'Ukraine, vous allez hacker des infrastructures ukrainiennes pour défendre la Russie, par exemple, dans leur état d'esprit. Vous êtes Logbit, un groupe de ransomware. Votre but du jeu, c'est de faire de l'argent, pur et simple. Vous êtes des jeunes qui ont certaines compétences, vous voulez vous amuser, vous allez hacker quelque chose, juste pour vous amuser. C'est le but du jeu, voilà. Oui, mais les données de santé, elles ont un point commun entre tout ça. Alors, peut-être pas pour le dernier cas où les jeunes qui veulent s'amuser, entre guillemets, mais elles ont un intérêt financier important et elles ont un intérêt important en termes de déstabilisation. On le voit aussi avec les cyberattaques sur les hôpitaux. Moralement, quand même, c'est un coup dur quand on se dit que les hôpitaux doivent être mis à l'arrêt. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire que ça, les données de santé, ça peut attirer ces deux types de hackers qui sont quand même les deux types, j'ai envie de dire, les plus dangereux. Ça a plus de valeur d'ailleurs qu'une autre. La donnée de santé monétairement a plus de valeur parce qu'elle est plus intéressante et plus sensible. Après, on le voit dans les chiffres, on a tendance à se concentrer sur les hôpitaux, sur le secteur hospitalier, etc. Mais elle n'est pas plus touchée, à l'heure actuelle en France en tout cas, que les autres secteurs. La vérité et la réalité du terrain, c'est qu'il y a trop d'accès initiaux, il y a trop de failles en circulation aujourd'hui et il n'y a pas assez d'attaquants. Les attaquants n'ont qu'à se baisser pour ramasser, pour trouver des entreprises vulnérables. Et ce n'est pas une difficulté. Et donc, en fait, ils font au plus intéressant. Quelle est la boîte la plus grosse, la plus importante, qui sera susceptible de payer et qui est vulnérable. Ou alors, ils peuvent aussi prendre des volumes moins importants, mais bien plus sensibles. Et je pense notamment à une cyberattaque d'il y a 1 an ou 2 sur Dedalus, une boîte qui fait des logiciels pour des laboratoires d'analyse. 500 000 personnes, on ne parle pas de 33 millions, mais enfin 500 000, c'est quand même pas rien. Et là, ils n'ont pas chopé le numéro de sécurité sociale. Ils ont chopé, c'était dans plusieurs régions en France. C'est ça. Ils ont chopé des résultats d'examen, d'analyse médicale. Donc là, c'était très sensible parce qu'on avait des gens, par exemple, peut difficilement faire plus sensible. Qui avaient le HIV. On avait vraiment des gens avec des maladies où on connaissait en fait leur état de santé. En termes de potentiel d'extorsion de fonds, d'extorsion d'individus, c'est aussi impressionnant qu'ils montent d'ailleurs. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible et en termes même psychologiques. C'est-à-dire que si je vous envoie, si vous êtes atteint d'une maladie grave,
et que je vous envoie un email en disant cliquez ici pour consulter vos derniers résultats, vous allez cliquer et c'est bien normal et on ne peut pas mettre la faute sur les gens de dire bah oui vous êtes inquiet, c'est votre santé, c'est très intime. Oui, ou alors je sais que vous avez cette maladie qui peut vous nuire si j'en parle parce que j'en sais rien, professionnellement vous en avez pas parlé. Vous me donnez 10 000 €, sinon je le publie. Après, il faut distinguer deux choses en termes d'attaque. Il y a les attaques qui vont être très ciblées. Ouais. Je veux t'attaquer toi, Raphaël, et donc je vais essayer de trouver des leviers sur ta personne. Est-ce que tu es malade ? Est-ce que tu as des problèmes de jeu ? Mais ça peut être aussi dans l'autre sens l'occasion qui fait le larron, si je puis dire ça. C'est-à-dire, je vois des données, tiens, sur les 500 000, j'en ai 10 000 qui ont une maladie qui chercherait à cacher ou qui pourrait être une maladie sur laquelle on peut ne pas avoir envie de communiquer. Et ben, je vais les cibler en tentant de l'extorsion individuelle, mais sur 10 000 personnes. En règle générale, le chemin pris est un peu différent. C'est-à-dire que dans ces 500 000 données, on va aller voir s'il y a des gens connus. Et là, pour le coup, c'était le cas. Dans ces 500 000, il y avait des hommes politiques. Ouais. Et c'est de dire, ah tiens, il y a un homme politique. Ouais. Là, j'ai ces informations, je vais pouvoir essayer de le faire chanter parce que ça va lui nuire en termes d'image si jamais je publie les informations que j'ai trouvées. Il y a cet aspect en fait en entonnoir. Je prends beaucoup de données et je redescends pour essayer de trouver des gens intéressants. Et après, il y a l'aspect automatisation. C'est-à-dire que j'ai pris 500 000 données et sur les 500 000, je vais attaquer les 500 000 en même temps. C'est-à-dire que je vais automatiser l'envoi. Je fais de la masse. Je fais de la masse et j'envoie mon filet. Et sur les 500 000, c'est sûr qu'il y en a qui vont cliquer, c'est sûr qu'il y en a qui vont mordre à l'hameçon. Oui, donc il y a deux écoles, quoi. Il y a le chalutage et il y a la pêche à l'hameçon. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans le paysage aujourd'hui de la cybercriminalité, on a en face de nous des professionnels. On a des gens c'est une industrie. Et donc, ils ont les méthodes, ils ont la capacité d'envoyer comme ça sur des chiffres aussi grands que ça. Et ce n'est pas du tout un problème. Donc, quand il y a 500 000 données, 1 million de données, on peut très bien aller envoyer un message à 500 000 personnes, à 1 million de personnes, et essayer de voir si ça répond. Et après, je reviens sur ce que tu disais sur la déstabilisation. C'est intéressant parce qu'on va avoir les JO là, dans quelques mois. Et pour déstabiliser un événement ou déstabiliser un pays, il y a plusieurs manières. Mais ce qui va m'intéresser, si je suis par exemple un État, ça va faire c'est pas vraiment ça va être de faire un coup d'éclat. Je vais vouloir attirer l'attention sur moi. Et donc je vais essayer de rendre inopérant un hôpital. Ça, c'est une déstabilisation. Ça a déjà été fait à Corbeil-Essonnes il y a quelques mois. Et ça, c'est une opération réussie, entre guillemets, parce que, de la part des attaquants, parce que ça fait beaucoup de bruit, ça a eu un vrai effet, et ça montre la faiblesse de l'adversaire. Regardez, je peux faire tomber un de vos hôpitaux. Et le pire de ça, c'est si on fait une attaque coordonnée. Imaginons demain qu'en réalité, Corbeil-Essonnes, ce soit un test et qu'on puisse faire ça sur plein d'hôpitaux, mais en même temps, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est pour ça que la cybersécurité est un sujet et doit être un énorme sujet, encore plus aujourd'hui. Alors, je vais redescendre à l'échelon individuel cette fois parce qu'on a parlé aussi cette semaine de la numérisation des documents d'identité avec l'application France Identité qui a été lancée officiellement avant, c'était en version bêta, qui a été lancée mercredi 14 février. Avec l'arrivée, donc il y avait déjà la carte d'identité, du permis de conduire, on en a beaucoup parlé, mais la prochaine étape, c'est la carte vitale. Alors, pas forcément dans l'application France Identité, c'est un peu flou. Gabriel Attal avait évoqué le fait de la mettre dans France Identité. Bon, finalement, a priori, pour des raisons de cloisonnement, ce sera plutôt dans une application dédiée, donc une application carte vitale. Pour toi, est-ce que c'est un risque supplémentaire ? Alors, pour répondre à la question, oui, mais il faut nuancer. C'est-à-dire qu'en cybersécurité, il y a la notion de surface d'attaque. Plus vous rajoutez des choses connectées, des ordinateurs, des applications, plus potentiellement, vous donnez une porte d'entrée à des attaquants potentiels. Ça, c'est ce qu'on est dans un hôpital avec 50 000 logiciels interfacés, pas mis à jour, etc. Exactement. Comme dans plein d'administrations. Et en fait, c'est pareil dans votre téléphone. C'est-à-dire que si dans votre téléphone, vous mettez plein d'applications avec de la donnée intéressante dedans, et oui, l'ajout d'une application supplémentaire est un risque potentiel. Potentiel. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bien fait. Au contraire. De l'autre côté, ce qu'on peut dire déjà sur ces applications-là, que ce soit France Identité ou l'application pour stocker la carte vitale qui va arriver, c'est que c'est sur un mode décentralisé. Et ça, il faut reconnaître que c'est une très bonne chose. Donc il n'y a pas de centralisation globale de toutes ces informations-là dans une grosse base de données qui, elle, pourrait potentiellement être hackée. Donc votre carte d'identité restera de manière sécurisée sur votre téléphone.
Donc si vous faites hacker votre téléphone, oui, ils auront votre carte vitale et c'est un problème. Mais ils auront aussi plein d'autres choses. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'auront pas l'intégralité des cartes vitales des Français. En fait, ce que tu expliques, et d'ailleurs c'est la même chose pour les permis, pour France Identité, les permis de conduire, carte d'identité, c'est qu'il n'y a pas de base de données qui est créée, c'est que les données sont stockées finalement localement. Et donc finalement, en fait, on ne peut pas pirater tout le monde, on peut pirater téléphone par téléphone. Et moi, je me souviens je suis allé à Google I.O. En 2018 ou 2019. Donc, Google I.O., c'est la conférence qui était organisée par Google à l'époque et qui était ouverte à tous en Californie, dans leur headquarter. Et déjà à l'époque, ils présentaient ça sur Android en disant regardez, on a fait un test en Californie, on peut mettre le permis de conduire, la carte d'identité sur les téléphones Android et ce sera dans l'OS. Donc on sait faire depuis longtemps. C'est pas une très grosse innovation. Non, on sait faire depuis un moment. Non, si ce n'est quand même et Apple le permet aussi dans l'appli carte. En fait, on met ses cartes bancaires, etc. Exactement. Si ce n'est que là, quand on est américain, un État américain, on peut se dire on passe par Apple et Google. Quand on est français, on dit on va peut-être pas mettre les pièces d'identité chez Apple et Google. Et c'était la même question, d'ailleurs, je me souviens, pour tous anti-Covid. On fait une solution souveraine, quoi. C'est-à-dire que c'est stocké sur des serveurs français et pas chez Apple et Google, quoi. Faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que la carte vitale va être stockée sur votre téléphone et les métadonnées associées à votre utilisation de l'application, etc., vont être stockées sur des serveurs français. Oui, mais les métadonnées, on le rappelle justement, c'est est-ce que j'ai ouvert l'application, est-ce que ma carte vitale a été utilisée, etc. Donc, on va dire que ça peut être un peu moins sensible. Et ces métadonnées-là donc, sont stockées sur des serveurs français. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et alors, en parlant d'hébergeurs, un sujet qui revient souvent sur la table, puisqu'on parlait de souveraineté numérique, la CNIL qui vient aussi d'annoncer qu'elle donnait son aval. Alors, dans l'avis de la CNIL, on sent que c'est un peu, on donne notre aval, mais on n'a pas le choix et démerdez-vous, à Microsoft pour héberger les données du Health Data Hub, donc le grand centre de données. Ça a été assez critiqué. Déjà, tu peux nous rappeler ce qu'il y aura dans ce fameux Health Data Hub ? Alors, de mémoire, sur le HDH, ça va être ça va être un ensemble de bases de données. Justement, pour ne pas faire une base de données globale, ce qu'ils avaient dit, c'est que ça va être un ensemble de bases de données qui vont permettre de faire des tests et pour permettre une expérimentation sur ce sujet. Donc, que des données de santé des Français. Que des données de santé. Le postulat de départ est intéressant de dire, et il y a des innovations dans le côté médical, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, la techno peut aider à détecter certaines maladies. On a vu des choses, notamment faites par les gros acteurs américains, où ils ont fait des scans d'iris, des choses comme ça, pour détecter des maladies, et ça peut vraiment sauver des vies. Donc il y a un besoin de base, ou en tout cas une possibilité qui est intéressante. Après, on est français. On aime bien se créer des drames là où il n'y en a pas de base. Donc c'est un sujet qui est sur le long cours, qui est très très long. Et la question de l'hébergement et surtout de la souveraineté numérique est un gros sujet. Aujourd'hui, la discussion elle est très technique, elle est même très juridique en réalité, puisque en fait la peur qui est présentée, c'est de dire les Américains ont des lois extraterritoriales très agressives, si on peut dire, c'est pas une tare de dire ça, et si on le met sur des serveurs ou sur les serveurs d'une société américaine, dans ce cas-là, les Américains, au besoin, dans le cadre d'une procédure, etc., auront la possibilité de obtenir de la donnée. C'est un sujet. Ça veut dire que nos données de santé, si elles sont hébergées chez Microsoft, ça veut dire que les enquêteurs américains, s'ils le souhaitent, il y a une enquête, peuvent aller piocher dans nos données de santé sur les serveurs de Microsoft. Alors, tout à fait. La question qui est plus large, et moi que j'ouvrirais, c'est qu'au lieu de se concentrer sur cet aspect-là, c'est de se dire, on a un problème français d'infrastructure. Les acteurs, et peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais les acteurs du cloud français n'ont pas non plus su se mettre au même niveau. Et c'était évident, en fait, que la CNIL allait choisir Microsoft. Ils ont commencé avec Microsoft. Et on le sait tous, et quand on vient de la technique, on le sait. Une fois qu'on a commencé à faire avec une techno, et encore plus de nos jours, compliqué de changer. On est un peu bloqué, quoi. On ne peut plus bouger. Et donc, c'est le point pour la France et pour les acteurs de ce marché-là, c'est de dire comment vous pouvez tous travailler ensemble. Vous n'êtes pas concurrents.
Comment vous pouvez tous travailler ensemble, proposer une offre commune pour être au même niveau que Microsoft et les autres. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Ça prend de l'argent, surtout. Ça prend de la compétence. Et en plus de ça, il y a un deuxième sujet qui est le politique. Il faut une volonté politique. Et la volonté politique, on peut la créer. On est français. C'est la politique française de dire, est-ce qu'au plus haut niveau de l'État, on ne pourrait pas dire, créons le Microsoft, l'offre cloud française de demain qui va être capable d'aller concurrencer Microsoft chez nous, mais également à l'extérieur. Et en fait, les champions, ça se crée. Les champions comme Microsoft, ça se crée. Donc, la question qui est plus large pour moi, c'est de dire, c'est pas que la CNIL a dit faut qu'ils avalisent Microsoft, c'est plus de dire comment on se crée cette offre cloud qui va permettre de représenter la France chez nous, mais aussi ailleurs. Mais quand on parle de données de santé dans ce Edge Data Hub, justement, c'est quel type de données? Est-ce que c'est nominatif? Alors, c'est ce qui a été vendu, on va dire ça comme ça. Ça veut dire que c'est de la donnée anonymisée. C'est pour de la recherche, en fait. C'est pour de la recherche et il y a une anonymisation des données. On sait, pour tous les gens qui ont travaillé un peu sur le sujet, que anonymiser vraiment de la donnée, c'est extrêmement compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas bien le faire, et j'espère bien qu'ils vont bien le faire, mais c'est compliqué. Donc, il y a quand même, pour le moment, il y a quand même un risque qu'on puisse désanonymiser de la donnée parce que on va dire tel point commun fait qu'on va reconnaître finalement un individu, tel élément va permettre de reconnaître. Je pense qu'il faut en fait, le problème c'est qu'on est beaucoup dans la passion sur ces sujets-là et qu'il faut descendre d'être très factuel. On peut regretter effectivement que ce soit un acteur américain, et ça, moi le premier, je regrette que ce soit un acteur américain qui soit choisi pour ça. Je regrette que les acteurs français n'aient pas eu l'opportunité ou ne se soient pas organisés, on le dit comme on veut, pour proposer une offre commune. Et il y a une volonté du part du HDH depuis le départ de dire que ce sera anonymisé, c'est pour de la recherche, donc il faut aussi saluer ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a un risque important? Non. Est-ce qu'il y a un risque? Oui, parce qu'en fait, on va centraliser la donnée de santé, donc il y a forcément un risque, mais on n'est pas non plus sur une affaire d'État. À nous, quand même, de tirer les enseignements de cet échec, parce que ça reste un échec pour la tech française, et de se dire, ok, comment la prochaine fois on fait mieux? Comment on s'organise et comment on peut tous travailler ensemble? Alors là, on parle de données anonymisées, mais il y a des données qui ne sont pas du tout anonymisées. Et comme beaucoup de Français, je pense que tu as peut-être activé ton dossier médical partagé, le DMP, qui est maintenant d'ailleurs activé par défaut. Alors, je ne l'ai pas activé justement, mais je ne l'ai pas désactivé. C'est ça, tu ne l'as pas désactivé. Voilà. En fait, maintenant, c'est un opt-out. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de l'activer. Ils avaient tenté ça, ça ne marchait pas. Donc maintenant, c'est activé et on peut en sortir si on veut. Forcément, du coup, il y a beaucoup de gens qui font rien et donc c'est activé. Alors, c'est pratique en fait. L'idée, c'est de centraliser ces documents de santé à un même endroit, je sais pas moi, ces vaccinations, des résultats médicaux, etc. Bon, là, pour le coup, c'est pas anonymisé. C'est pas Microsoft qui gère ça. Je sais pas, je saurais pas dire. Bon, ça, j'imagine, c'est souverain. Enfin, je saurais pas dire. Mais pour toi, ça, c'est-à-dire que là, c'est pas anonymisé, donc on a une centralisation. Et là, c'est pas stocké sur mon smartphone. C'est je me connecte à des serveurs. Alors, c'est une vraie et c'est une question, encore une fois, celle-ci est une question encore plus large. Et je vais te prendre un autre parallèle. J'ai un de mes enfants qui est rentré au collège. Et en fait, aujourd'hui, tous les enfants ont tous leurs bulletins scolaires en ligne. Mais tous, depuis la maternelle, vous avez tout votre parcours en ligne. Et en fait, cette centralisation de vos données de tout petit à maintenant, ça va vous suivre. C'est un dossier sur vous, c'est des dossiers sur vous qui potentiellement vont vous suivre, vont potentiellement être hackés un moment dans leur vie, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain, la vie est longue. Et c'est effectivement des traces numériques sur vous. Est-ce que c'est pratique pour les médecins? J'en doute pas du tout. Est-ce qu'on pourrait faire sans? Là, on a déjà fait 100. On a déjà fait 100. Est-ce que c'est un progrès? Alors, je ne parle pas forcément du DMP, mais de la numérisation globale de tout. Pas dans toutes les situations. Et pourtant, c'est mon travail et je passe mon temps à faire des outils numériques. Tout ne doit pas être numérisé. Et c'est vraiment un point de vue très oui, mais en tant que spécialiste personnel. de la cybersécurité, le DMP,
Je vais te poser la question très clairement. Est-ce que c'est une connerie ou pas en termes de risque pour la cybersécurité, pour la sécurité numérique? C'est un outil médical très intéressant pour les professionnels de santé. Et en termes de cybersécurité, il doit être extrêmement protégé et d'énormes moyens doivent être mis en face pour pouvoir protéger. J'imagine que c'est le cas. On va pas faire un procès d'intention. J'imagine. C'est pour ça que je choisis mes mots. Mais enfin, on espère en tout cas que ça pètera pas. J'ai envie de dire qu'il n'y ait pas de faille, parce que si un jour il y a une faille sur le DMP, ce sera encore une autre histoire. Toute personne qui travaille dans la cyber peut le dire, c'est qu'il n'y a pas encore une fois de sécurité absolue. Et des failles de sécurité, il y en a partout. Donc qu'il y ait des failles dans le DMP, j'en doute pas. La question, c'est la motivation de l'attaquant. Ce qu'il faut, c'est vraiment ralentir au maximum les attaquants et que s'il y a des failles, ce soit des failles extrêmement compliquées, qui coûtent extrêmement cher et qui soient de fait pas intéressantes. Et peut-être aussi, on parle souvent de ça, le fait de diviser les données et de peut-être donner aussi accès de cloisonner. Le cloisonnement, c'est comme dans les bateaux. Exactement. C'est très important. J'imagine que c'est aussi ça l'enjeu. C'est de dire, bon, on fait avec ces données parce qu'il y a un besoin. Maintenant, on va les cloisonner pour faire en sorte que s'il y a une faille, elle permet d'avoir un bout des données et pas toutes les données. C'est ça. Il y a plein de mesures très connues qu'on peut mettre en place. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut reconnaître, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué. Ça a plein de niveaux et on est tout de suite sur des systèmes qui sont à l'échelle d'un pays. Et en fait, quand on fait la tech, on sait tous que faire un truc qui marche, c'est très facile. Un truc qui marche sur son ordi, super simple. Faire un truc qui marche pour 70 millions de personnes, c'est extrêmement compliqué parce que vous allez rencontrer plein de situations différentes et c'est très, très, très dur. Et assurer la sécurité d'un truc qui marche pour 70 millions de personnes, c'est encore plus dur. Donc c'est une tâche qui est gigantesque, qui nécessite de l'argent. La cyber, c'est de l'argent. Et qui nécessite encore une fois une volonté politique et des financements derrière pour dire... On a fait ça, c'est très bien, mais maintenant il faut assurer, il faut mettre au pot et entretenir. Oui. Merci beaucoup. Merci. Baptiste Robert, et patron de Predicta Lab et hacker éthique. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces données de santé si sensibles dans Métadonnées. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans Métadonnées. Vous pourrez retrouver cet épisode comme tous les autres sur toutes les plateformes de podcast et évidemment en version vidéo sur Tech & Co et sur YouTube. Merci de nous avoir suivis et à très vite.